Bonjour. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter un sujet avec un corrigé concernant le concours de directeur des services de greffe judiciaire. Et je me propose, sur la base de quelques éléments assez simples, de vous montrer finalement comment on peut appréhender n'importe quel sujet dans ce type de concours. Le concours que je vais commenter était le sujet suivant: déontologie des agents publics, enjeux et perspectives. Tout d'abord, je rappellerai que ce concours comporte en fait un sujet portant, je cite, sur les aspects politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain, et qui se rapporte donc à des sujets permettant, je cite, d'évaluer l'aptitude du candidat à l'analyse et au raisonnement. Et donc, en 30 minutes, je vais vous présenter une méthode permettant de répondre à ce type de sujet par rapport à ces attendus. Alors, le sujet, ici, devait d'abord passer par un exercice au brouillon. Et il faut ne pas se précipiter pour décomposer différentes étapes indispensables, sans lesquelles vous ne parviendrez pas à répondre au sujet. C'est ce que j'appelle sous l'angle de rassembler les matériaux. Rassembler les matériaux, c'est vous permettre d'être certain que la copie qui va suivre, à partir d'un plan détaillé, sera assez robuste pour avoir une note satisfaisante. Et rassembler les matériaux, ça suppose plusieurs choses. D'abord, la première étape, très classique, parfois sur laquelle on se précipite un peu. Eh bien, il s'agit de définir chaque terme du sujet. Ici, vous aviez déontologie des agents publics, enjeux et perspectives. Vous devez impérativement définir tous les termes. D'abord, la déontologie. Cette déontologie, eh bien, c'est un mot didactique attesté pour la première fois en 1834 dans un essai, l'essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d'art et sciences de Jérémie Bentham. Bentham, il appartient au courant utilitariste. Et ce terme-là est emprunté à un anglais, déontologie, qui est formé du grec déon, ce qu'il convient de faire, et qui vient donc de dein, les attachés. Et l'autre terme, c'est le logos, plus classique, qui renvoie au discours, à la doctrine. En d'autres termes, la déontologie, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'exercice d'une profession. Comment on doit se comporter. Ça, c'était donc le premier terme qu'il fallait pouvoir définir. Mais il y a également les agents publics. Et là, je vous conseille, au brouillon, de dresser une typologie. Le mot agent public, en réalité, recouvre une très grande forme de diversité, qui était autant d'exemples d'idées potentielles. Certes, vous aviez le terme de fonctionnaire, le terme de militaire, de magistrat, mais également les contractuels, mais encore aussi les élus. Les élus ont, dans certains cas, un rôle d'agent public. Prenez le maire d'une commune. Donc, il fallait prendre le temps de bien réfléchir. Et n'hésitez pas, devant un sujet au concours, à faire toujours au brouillon cette typologie. Ensuite, il y avait les termes d'enjeu et de perspective. L'enjeu, si on reprend l'origine, c'est un terme qui était lié au jeu. On met en enjeu. Autrement dit, c'est une prise de risque. Et c'est intéressant. Le risque, ça vient de l'italien qui veut dire le récif.
sur lequel les navires peuvent s'échouer. Et donc, c'est cette prise de risque à laquelle s'expose un agent public. Tout agent public, dans l'exercice de ses missions, s'expose. Il va falloir comprendre pourquoi, dans notre société contemporaine, cette exposition va justifier justement l'adoption de mesures, de règles pour limiter, prévenir ou gérer ce risque d'exposition. Quant à la perspective, eh bien, elle vous invite justement à réfléchir à cette matière vivante. Car la déontologie, qui renvoie au bon comportement, savoir se tenir de manière raisonnable dans ses fonctions, agir avec discernement, eh bien, cette idée de bon comportement, se comporter comme un bon et loyal magistrat, par exemple, si on reprend certaines formules de serment, eh bien, ce comportement va renvoyer l'idée d'une matière vivante. Est-ce que les règles déontologiques au XIXe siècle sont-elles les mêmes au XXIe siècle, dans une société beaucoup plus transparente? Très concrètement, comment un agent public doit se comporter sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un défi nouveau. Et plusieurs administrations ont adopté des règles, voire des chartes de déontologie, pour aider les personnels, les membres de tel ou tel corps à évoluer dans leur comportement face à un défi lié à une société numérique comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Une fois que vous avez défini ces termes de sujet, il faut bien sûr aller plus loin. Car on n'attend pas de vous de coller à l'intitulé du sujet. On attend de vous une vraie plus-value. Et donc, il faut pouvoir appréhender le sujet pour le dépasser. Et pour ça, eh bien, je conseille de procéder toujours au brouillon à une recherche des mots, des termes, des concepts qui se rapprochent ou s'éloignent des termes du sujet. Si je reprends la déontologie, qu'est-ce qui pourrait se rapprocher ou s'opposer à la déontologie? Je pense, par exemple, à la corruption, qui vient du latin corruptio, et ce terme, qui a acquis un sens moral dès le XIVe siècle, renvoie à l'idée de corrompre, l'idée de détérier, de gâter physiquement, moralement. Je pense également à conflit d'intérêts, qui aujourd'hui bénéficie d'une définition en droit positif. Mais cette définition est très récente. Et le conflit d'intérêts, eh bien, c'est une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Très clairement, le jour du concours, si vous maîtrisez cette définition qui figure dans les textes, ça peut vous aider. Vous voyez, l'exercice indépendant, impartial, objectif d'une fonction publique. D'autres termes pouvaient être recherchés. Je pense, par exemple, à l'éthique ou à la morale. L'éthique correspond à la recherche d'une manière d'être, à la sagesse dans l'action. La morale, elle, recouvre les principales règles qu'une société ou une culture propose à ses membres et se donne à elle-même et que l'opinion va accepter comme une référence. Et enfin, il y avait peut-être un terme important, parce qu'on le trouve dans certains rapports, autour de l'idée de confiance. Confiance dans les institutions, confiance dans les agents publics, dans le service public. Une fois que vous avez fait cette première recherche de définition, il faut aller encore plus loin. Par exemple, on pourrait s'interroger sur les termes de discipline. Il y a des régimes disciplinaires. Est-ce que pour autant c'est de la déontologie? Non. Certains vont vous dire que la déontologie est ce qui prévient, c'est qui est en amont, et qui donc doit se distinguer de la discipline. Mais en même temps, un régime disciplinaire va tenir compte des comportements. Mais vous avez également l'idée de responsabilité.
Et il y a différents régimes de responsabilité, civile, pénale, administrative, voire financière. Donc, il fallait prendre le temps de poser au brouillon tous ces termes et ensuite, dans un cadre d'une réflexion, réfléchir aux termes concepts qui seront utiles pour justement apporter une plus-value et vous distinguer du lot des copies concurrentes qui vont plutôt coller au sujet. Et donc pour ça, eh bien, il faut aller dans la recherche des différentes idées autour du sujet. Là, ce que je vous conseille, c'est toujours pareil au brouillon, de manière assez spontanée, lancer des idées sur une feuille pendant 5 à 10 minutes. N'importe quelle idée, à condition que vous allez faire ensuite un tri, un regroupement, une exclusion de ces différentes idées. Par exemple, moi, au brouillon, je me suis dit, tiens, l'exigence de moralité, de probité, de dignité, des termes importants, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà existé dans le passé. Est-ce qu'elle est propre à certains corps d'agents publics ou à tous les agents publics? Peut-être qu'on ne demande pas la même chose à un magistrat, à un policier ou à un préfet. Ensuite, que l'évolution de la société conduit à davantage d'exigences dans le domaine de la déontologie. Encore faut-il se poser la question, pourquoi? Pourquoi notre société aujourd'hui a cru, met plus de pression auprès des agents publics? Ensuite, de me dire qu'il y a déjà des dispositifs déontologiques, mais que certains ne marchent pas puisqu'il y a des polémiques. Il y a une crise de la confiance. Que justement, notre société, nos institutions traversent une crise de valeurs. La parole publique est contestée. Les institutions sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. Et on met en cause assez facilement celle ou celui qui représente une action publique. Ensuite, pour un peu plus loin, je me dirais que, est-ce que les normes juridiques qu'on trouve en matière déontologique ont-elles vocation à suffire? Ne faut-il pas réfléchir au-delà des normes juridiques à d'autres façons d'appréhender la déontologie? C'est ce que je vais appeler la culture déontologique. Ça touche notamment à la formation, au conseil, à des bonnes pratiques distillées dans une administration, une institution. Et enfin, on pourrait aussi être un peu plus critique, se dire, mais la déontologie n'est-elle pas une source ou un risque de paralysie, de soupçon permanent, d'un vertige de la transparence qui menace l'action publique? Être préfet, être magistrat, vous avez besoin de pouvoir décider. Mais si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes dans un carcan avec des exigences telles que votre action publique va perdre sa légitimité. Et vous allez encore nourrir cette crise de la confiance. Or, vous avez noté que je vous ai cité comme auteur Bentham, qui appartient au courant utilitariste. Donc, peut-être que la déontologie est l'idée d'une conciliation entre des grandes valeurs, des intérêts, mais aussi le souci de l'efficacité de l'action, ici pour nous publics. Et enfin, comme idée que la déontologie contribue à la confiance dans les institutions. Autrement dit, c'est un élément important du contrat social. Une fois que vous avez donc lancé ces idées, vous prenez le temps de les regrouper, de trier, et là, vous pouvez reformuler l'intitulé du sujet. Il est en effet important que dans votre copie, vous ayez une plus-value. Pour ma part, j'aurais pu avoir comme problématique à quoi sert la déontologie, ou bien à quelles conditions la déontologie est-elle de nature à renouer avec la confiance publique. L'intérêt d'une telle formulation, c'est que vous, candidat, vous montrez au jury que vous avez trouvé un autre concept important qui vient donner un fil conducteur. Ici, c'est la confiance publique. Un terme à la fois conceptuel, qui dit beaucoup de choses, mais qui permet aussi de témoigner de votre connaissance
sur des travaux autour de la confiance publique, de l'exemplarité, du contrat social. Donc, vous donnez un signal. Vous allez vers quelque part un autre sujet. Vous élargissez. Et ça, c'est important. Attention à des approches beaucoup trop restrictives. Enfin, une fois que donc vous avez défini les termes du sujet, trouvé des idées, défini une problématique, il faut construire un plan. Alors, qu'est-ce qu'un bon plan? Pour moi, j'ai 3 critères. Premier critère, il faut qu'il repose sur des sous-parties équilibrées. Il faut éviter que votre grand B du grand 2, par exemple, faute de temps, du fait d'une mauvaise distribution des arguments, soit tout petit et limité. Et que donc le correcteur se dise, cette copie-là n'a pas su gérer les temps de l'épreuve, n'a pas su gérer l'étendue du sujet. Ensuite, il faut que la copie soit dynamique. Ne pas tomber dans le piège d'un balancement sans fin. Peut-être bien que c'est comme ça, ou bien comme cela, et pourquoi pas comme ceci. Non. Il faut être capable d'avancer, d'apporter une solution. Vous êtes des futurs agents publics. On attend de vous une capacité à trouver une solution. Donc, votre plan doit y contribuer. Et enfin, troisième qualité d'un plan, que je qualifierais de robuste, il faut que le plan soit fluide. Autrement dit, dans votre construction au brouillon, dans ce plan, et vous ayez une organisation, une distribution des sous-parties des arguments qui donne une lecture fluide, ce qui va vous obliger, quand vous allez le construire au brouillon, si vous avez donc logiquement 2 arguments par sous-partie, de bien réfléchir à l'ordre de succession de vos arguments pour aider à une transition fluide, quasi naturelle, pour le correcteur, dont la lecture ne doit pas buter sur une logique implicite dans le raisonnement. Donc, équilibre, dynamique, fluidité. Enfin, dans le temps de ce travail de rassembler les matériaux, il s'agit de rechercher des références et des exemples. Je distingue les deux. La référence, c'est un ouvrage, un courant d'idées qui viennent légitimer votre argument. L'exemple, c'est une statistique, un fait historique, un fait d'actualité qui viennent illustrer votre argument. Et donc l'idéal, dans une copie, c'est que votre paragraphe qui commence par un argument s'accompagne d'une référence et d'un exemple. Je ne dis pas que c'est impératif, je dis juste que c'est un objectif de méthode. Et donc pour ça, pendant 10 minutes, au brouillon, je réfléchis aux références et exemples. Rassurez-vous, vous avez tous à portée de main de telles références et des exemples. Le tout, c'est d'imaginer des rubriques prioritaires. Moi, j'en verrai 3 ou 4. L'actualité, l'histoire, le droit, et enfin, autour de la littérature, de la philosophie, des sciences morales ou des sciences politiques. Je ferai ainsi 4 rubriques adaptées à mon sujet. Et donc, pendant 10 minutes, je mets mes références et exemples. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon plan que j'ai construit et je vais choisir avec discernement l'exemple, la référence les plus adaptés. Parce que je sais que je les maîtrise mieux, celui-ci ou celui-là, et donc je vais pouvoir les mettre à tel ou tel endroit. À la rigueur, j'en garde si j'en ai en trop, pour l'accroche de l'introduction, pour une transition ou pour l'ouverture de la conclusion. Voilà cette première étape essentielle qui prend du temps et que j'appelle ainsi rassembler les matériaux. Maintenant, je passe à l'étape suivante qui est ce que certains auteurs vous disent de rédiger préalablement. Faut-il ou non rédiger une introduction et conclusion? Tout dépend là de votre expérience, d'où l'importance de faire des concours blancs, de vous entraîner pour voir si vous gérez bien votre temps. Mais effectivement, il y a 3 éléments charnières. Une introduction, une transition, une conclusion. L'introduction, c'est pour quoi faire? Mais il en faut une. D'abord, vous amenez le sujet. Vous ne rentrez pas directement dans le sujet.
vous la menez de la manière la moins artificielle possible pour déboucher, dans un premier paragraphe, sur l'intitulé du sujet. Puis, en deuxième temps de cette introduction, vous définissez les termes du sujet. Vous en montrez les portées, donc les enjeux, que vous avez bien compris. Et de cette analyse-là, vous débouchez naturellement, à la fin du deuxième paragraphe, sur votre formulation de la problématique, qui, je le rappelle, doit avoir une plus-value par rapport à l'intitulé du sujet. Et enfin, troisième paragraphe, vous annoncez le plan, qui est votre première réponse à la problématique retenue. Ça, c'est l'introduction. Le correcteur, qu'est-ce qu'il veut là? Il veut une capacité d'analyse. Avez-vous bien saisi la portée? Puisqu'il a posé le sujet, il s'attend à ce que vous soyez capable d'en apprécier la portée, les enjeux du sujet. Donc faire preuve de rigueur. Et le fait d'être capable de poser dès l'introduction une définition de la déontologie sera un plus. Deuxième charnière, une transition. Là, je parle au niveau entre le grand 1 et le grand 2 du plan. Elle est conseillée pour permettre un lien, pour faciliter le passage. Elle ne doit pas être artificielle. Elle doit être assez fluide pour donner ce sentiment de maîtrise de l'exercice. Et enfin, il faut impérativement une conclusion. Le plus simple, à mon avis, c'est en 2 temps. Un résumé de la thèse principalement défendue avec une ou 2 nuances, il le faut. Et puis ensuite, un paragraphe d'ouverture. Mais donc, ces 3 moments charnières doivent être respectés. Alors ensuite, quel est le plan que dans un tel sujet j'aurais retenu? D'abord, j'aurais, dans une première partie, voulu démontrer la nécessité renforcée, accrue aujourd'hui, d'un système déontologique. Et dans un deuxième temps, de dire que pour que ce tel système déontologique ait une portée utile, il faut le renouveler par justement ce que j'appelle la culture déontologique. Donc là, vous avez un plan assez classique, plan en 2 parties, et pour celles et ceux qui se poseraient la question, oui, il faut forcément un plan en 2 parties. À la rigueur, vous pouvez faire un plan en 3 parties, mais à une condition. C'est que vous soyez entraîné longtemps, à plusieurs reprises, sur ce type d'exercice. En d'autres termes, celles et ceux qui, pendant une année, préparent un plan en 2 parties, et qui, le jour du concours, voudraient passer un plan en 3 parties, feraient, à mon sens, une erreur. Car il est important que le jour du concours, vous ayez en tête votre gestion du temps, que vous sachiez exactement quelles sont les étapes à suivre et à les respecter. Donc, dans mon grand 1, une nécessité accrue d'un système déontologique, je fais donc 2 sous-parties. D'abord, j'aurais fait une première sous-partie sur la crise de confiance dans les institutions publiques et les agents publics. Cette crise de confiance, il me faut 2 arguments. Si je mets 2 arguments dans le grand A du grand 1, j'aurai 2 arguments dans le grand B du grand 1. Je veille à un équilibre partout de ma copie. Premier argument, je vais décrire cette crise de confiance. Comment elle se manifeste? En montrant aussi quand même une diversité. Ça peut être une crise au niveau de l'exemplarité, mettant en cause des élus, mettant en cause des hauts fonctionnaires, mais aussi une crise de confiance plus profonde, qui touche aux institutions et qu'il faut l'expliquer. Est-ce qu'il s'agit d'une crise de l'autorité? Est-ce qu'il s'agit d'une crise liée à une société de plus en plus individualiste, pour laquelle les valeurs collectives ont une moindre place? Et là-dessus, vous avez des tas de références que vous pouvez utiliser. Puis, un deuxième argument, de dire que cette crise de confiance, elle prend d'autant plus d'ampleur qu'elle s'inscrit dans notre société actuelle. Pour un instant, qu'est-ce qui caractérise cette société actuelle? On l'a dit, une société individuelle, une société numérique, une société globalisée, qui se compare, et une société
médiatisé. Autrement dit, dans une société de plus en plus transparente, où l'information circule vite, eh bien, on ne peut pas s'exposer à une telle crise, une telle critique. Vous voyez la difficulté des pouvoirs publics lorsqu'on met en cause telle ou telle institution. Or, le temps judiciaire, qui correspond à un concours au passé, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Donc, comment les institutions parviennent-elles à résister à cette érosion médiatique? Une fois que vous avez fini cette première sous-partie, en démontrant clairement qu'il y a bien une crise de confiance, eh bien, il faut aboutir à un début de solution. C'est le grand B. Le grand B du grand 1 qui va défendre l'idée d'un système déontologique renforcé. Là aussi, encore deux arguments. D'abord, en expliquant que les règles déontologiques, en réalité, ont toujours existé. C'est l'argument, je dirais, mineur, moins important, historique, mais vous commencez par ce qui est moins important, mais en même temps fait preuve de notre culture historique. On trouve des règles sous l'Antiquité. Nous avons des textes royaux dès le XIIe siècle, fixant des règles pour exiger des agents du roi le respect de certaines valeurs, de certains principes, notamment en matière de probité. Donc, ces règles-là ont existé, ont évolué. Par exemple, le délit de pantouflage, lui, a été reformulé, réintroduit après la Première Guerre mondiale, parce que l'État s'était étendu dans son action avec la guerre, avec beaucoup de liens dans le monde économique. Après ce premier argument, un second argument, plus fort, que le système déontologique, eh bien, manifestement, il s'est renforcé depuis quelque temps. Et là, vous pouvez dérouler, sans être trop descriptif, en expliquant les différents textes des années 2010, les travaux, le rapport Sauvé-Migaud-Magendie de 2011, le rapport Jospin, les lois créant la Haute Autorité de Transparence de la vie publique, la loi de 2016. Donc, il y a une montée en puissance d'un système déontologique. Et c'est là que vous allez dire, mais pourquoi on dit système déontologique? Le sujet, c'est la déontologie. Parce que c'est l'occasion ici d'apporter une plus-value. Le système déontologique recouvre différentes facettes, qui sont des règles juridiques, des pratiques, qui touchent à différents acteurs. Prenez par exemple les lanceurs d'alerte, qui ont été introduits dans la fonction publique. Donc ce système-là prend une part entière importante. Avant de passer au grand 2, eh bien, il y a forcément une question de transition. Comment je vais passer au grand 2? Puisqu'a priori, je dis, oui, il y a un système. Donc, je vais décrire ce système déontologique. Sauf que ce système-là, manifestement, aujourd'hui, peut-être qu'il n'intervient pas à rassurer l'opinion publique. Nous avons toujours une critique des services publics, une critique de la parole publique. Peut-être aussi parce qu'il y a eu de nombreuses affaires, encore récemment. Donc, est-ce que nous sommes parvenus à un système stabilisé, pertinent? Manifestement pas. D'où le grand 2. Le grand 2, c'est la portée utile d'un système déontologique qui passe par une culture déontologique renouvelée. D'abord, un grand A que je veux assez critique. Parce que vous pouvez pas avoir une copie forcément positive, même s'il doit y avoir du recul, il devait être tenu par un futur devoir de réserve. Ce système-là, à mon sens, doit gagner en effectivité. Premier argument, c'est un système qui est très formalisé. Et donc qui interroge sur sa portée utile. Vous voyez les déclarations d'intérêt, les déclarations de patrimoine, les déclarations de cumul d'activités. Est-ce que pour autant ça marche? Donc tout ce formalisme-là a-t-il une portée utile
dès lors qu'il n'y a pas systématiquement un mécanisme de sanction, un mécanisme de contrôle, qui renvoie d'ailleurs dans la vie des services publics au rôle du chef de service, du manager. Encore faut-il qu'il soit informé. Encore faut-il qu'il ait la marge de manœuvre pour pouvoir intervenir. Et puis, deuxième argument, ce système-là, déontologique, doit être exemplaire. On l'a dit au début, on ne peut pas demander à tout agent public le même degré d'investissement déontologique. Il y a une question d'exemplarité, beaucoup plus forte, plus intense, en fonction des fonctions occupées. Si vous êtes un élu, le maire d'une commune, que vous êtes un préfet ou un chef de juridiction, on attend de vous beaucoup plus que d'autres agents publics. Et donc, ça pose la question des systèmes capables de sanctionner, de contrôler ceux qui sont en devoir d'exemplarité. Grand B, quels sont les enjeux de cette culture déontologique que je qualifie de renouvelée? Eh bien, là, vous avez un peu le choix, mais j'aurais insisté finalement sur un premier argument autour de la formation. Il faut pouvoir former en initial, en continu, les agents publics. Parce qu'on n'a pas forcément conscience d'être dans une situation en conflit d'intérêts, par exemple. Et donc, cette formation-là est un travail permanent, qui peut s'inspirer notamment de bonnes pratiques à l'étranger ou dans d'autres administrations. Donc ça, c'est mon premier argument. Deuxième argument, c'est la capacité donnée aux managers, aux chefs de service, d'assurer leur pleine et entière responsabilité. Et ça vient de réfléchir dans votre copie à qu'est-ce qu'aujourd'hui la responsabilité d'un chef de service. Vous passez le concours de directeur des services de greffe. Vous allez, après une formation, diriger des équipes importantes dans des situations parfois complexes, avec des enjeux qui touchent à de la commande publique, à de la ressource humaine, des services, intérieurs, avec des problèmes très concrets. Et donc, c'est comment on exerce nos responsabilités managériales, civiles, pénales, administratives, financières. Et donc, comment on parvient à diffuser à son tour cette culture déontologique auprès de ses collaborateurs. Et ainsi, vous terminez sur une touche, je dirais, plutôt positive. Vous vous montrez que vous êtes capable déjà de vous projeter en tant que futur directeur des services de greffe. Votre conclusion après, se termine par un résumé, et comme je disais tout à l'heure, par une ouverture qui, ici, pourrait porter sur des questions de confiance dans la vie politique, par exemple, pour élargir le sujet, ou une réflexion sur les relations avec les médias, par exemple, ou les réseaux sociaux. Tout dépend après des arguments que vous avez placés, distribués tout au long de votre copie. Voilà, rapidement présenté, pendant une trentaine de minutes, une méthode pour appréhender un tel sujet.